Juste avant de vous laisser avec Hugo et les actualités du jour, un mot du partenaire Revolut Business. Une solution pensée pour les entreprises ou les indépendants qui veulent gérer leurs finances simplement. Ouvrir et gérer un compte bancaire professionnel, ça peut vite sembler compliqué. Avec Revolut Business, c'est super simple. Vous pouvez ouvrir votre compte pro 100% en ligne en quelques minutes et vous recevez 100 € offerts en utilisant le lien en description. Par exemple, si vous devez régler des fournisseurs à l'étranger ou encaisser des factures en devises étrangères, avec Revolut Business, vous pouvez profiter de taux de change ultra avantageux pour envoyer ou recevoir de l'argent sans vous ruiner. Fini les frais compliqués, tout se gère en 2 clics depuis l'application. Vous pouvez aussi simplifier les dépenses de vos collaborateurs en leur créant des cartes virtuelles ou physiques professionnelles en quelques clics, définir leur plafond et suivre les transactions en temps réel. Et si vous cherchez à optimiser votre trésorerie, vous pouvez générer des intérêts quotidiens grâce à un compte d'épargne professionnel intégré et retirer votre argent à tout moment instantanément si vous en avez besoin. Pour en savoir plus, le lien est en description. On vous laisse avec les actus. C'est un tournant majeur, en tout cas en apparence, mais qu'en est-il réellement? Donald Trump a annoncé ce dimanche la livraison à l'Ukraine d'armes pour se défendre face à la Russie. Une annonce importante au moment où les relations entre Trump et Vladimir Poutine se dégradent fortement et au moment où Trump fixe un ultimatum au président russe. Alors pourquoi ce changement de discours? Comment analyser tout cela? Et surtout, est-ce que tout cela va changer quelque chose? Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses majeures, mais il y a aussi anguille sous roche sur certains aspects. On va donc voir tout ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Après son retour à la Maison Blanche au mois de janvier, je ne vous apprends rien, vous étiez nombreux à l'avoir suivi avec nous. Trump s'était rapproché de Vladimir Poutine, il avait tenu un discours historiquement véhément à la Maison Blanche contre Volodymyr Zelensky, sauf que, 6 mois plus tard, Donald Trump, qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, se heurte à un président russe qui refuse de mettre fin à son invasion massive de l'Ukraine qui a été débutée en 2022. D'ailleurs, on peut noter que les frappes aériennes russes en Ukraine, elles ne cessent de s'intensifier. La Russie, chaque semaine, bat des records en matière de nombre d'engins qui sont tirés sur l'Ukraine. Donald Trump a donc annoncé ce lundi 14 juillet la reprise de livraison massive d'armes à l'Ukraine après plusieurs mois d'incertitude sur la position des États-Unis vis-à-vis de cette guerre. Pour vous donner un exemple, mais en l'occurrence ça ne manque pas, il y en a eu plusieurs de ce type-là, début juillet, l'administration de Trump avait par exemple annoncé la suspension de certaines livraisons d'armes à l'Ukraine avant de revenir sur cette décision quelques jours plus tard. Même chose, c'était un petit peu plus tôt, vous vous en souvenez peut-être, sur la question des renseignements donnés à l'Ukraine. Alors parmi les armes qui sont livrées, il y a du matériel de défense aérienne, notamment des fameux Patriot, des missiles ou encore des munitions. Les Patriot, qu'est-ce que c'est? C'est des systèmes anti-aériens de longue portée qui sont particulièrement recherchés, qui sont rares en Europe et qui sont jugés indispensables aujourd'hui par l'Ukraine. Mais la particularité de cet accord, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention ici aux effets d'annonce qu'on a pu avoir dans certains titres de médias. En réalité, les armes ne seront pas financées par les États-Unis, elles seront financées par des pays européens et livrées via l'OTAN. L'OTAN étant donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Et donc concrètement, il s'agit de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Finlande, du Canada, de la Norvège, de la Suède et du Danemark qui vont participer à l'achat de ces matériels venant des États-Unis, du matériel qui sera ensuite rapidement envoyé sur le front ukrainien. Donald Trump a souligné que ça ne coûtera, je cite, pas un centime aux États-Unis. Alors du coup, effectivement, là vous allez peut-être me dire, mais du coup, en quoi est-ce que c'est une annonce majeure et en quoi est-ce que c'est un changement de discours du côté des États-Unis? C'est des questions très valables, évidemment, quand on voit le différentiel, on va dire, entre l'effet d'annonce repris par certains et la réalité derrière. Cela dit, ça reste quelque chose d'assez important. Alors certes, ça ne va pas coûter grand-chose, voire rien du tout aux États-Unis, mais c'est un élément assez important puisque jusqu'ici, les États-Unis bloquaient la livraison de certaines armes et notamment donc de ces Patriots. Ça reste donc une avancée majeure, déjà en termes de symbolique, puisque c'est un changement de discours avec une livraison ici importante et rapide qui va se faire via l'OTAN directement à l'Ukraine. Et c'est aussi un changement puisque c'est des armes donc qui étaient fortement attendues et qui peuvent potentiellement avoir un impact. À noter que Donald Trump s'est à nouveau exprimé dans une interview accordée à la BBC et qui a été accordée ce mardi. Il a à nouveau exprimé son mécontentement à l'égard de Vladimir Poutine en déclarant notamment ceci. But I'm not done with him, but I'm disappointed in him. So we had a deal done 4 times and then you go home and you see he just attacked a nursing home.
I trust almost nobody. En tout cas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant envers Donald Trump après cette annonce de livraison d'armes américaines. Il l'a remercié pour, je cite, sa volonté de soutenir la protection des vies de notre population. Il faut noter que cette livraison d'armes, ce n'est pas la seule annonce importante de Trump, puisque le président des États-Unis a aussi directement menacé la Russie de sanctions sévères. Alors en l'occurrence ici, il a menacé la Russie et ses alliés, déclarant, je cite, « Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple, les droits de douane seront à 100% et c'est comme ça. » Fin de citation. Alors pour rappel, ça remonte à il y a quelques mois, lorsqu'un pays impose des droits de douane, c'est pas le pays en question qui les paye, en fait c'est les importateurs qui les paient. Donc ici, quand Donald Trump veut potentiellement taxer des produits de pays alliés à la Russie, c'est les entreprises états-uniennes qui vont acheter ces produits, qui vont payer ces taxes lorsque ces produits russes ou d'alliés russes vont rentrer sur le territoire. Et là où ça a forcément un impact pour ces pays, c'est que ça dissuade les entreprises aux États-Unis d'importer des produits qui viennent de la Russie ou de leurs alliés. Cependant, on peut aussi noter qu'il y a une autre proposition qui est sur la table, une autre proposition de sanction qui est portée par un sénateur républicain et par un sénateur démocrate et qui en l'occurrence fait une sorte de consensus au sein du Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France. Et ce projet, il prévoit des mesures d'une sévérité inédite contre la Russie et contre ses soutiens. L'une des mesures serait de donner au président des États-Unis la possibilité d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 500% à tout pays qui continue d'aider la Russie en achetant par exemple du pétrole, du gaz ou de l'uranium venant de Russie. Et là donc ça vient potentiellement taper sur d'autres pays, par exemple sur la Chine ou encore sur l'Inde. Sur ce point-là, Donald Trump a assuré qu'il étudiait la proposition de très près. Alors comment est-ce que la Russie a réagi? Eh bien après ces propos de Trump, la Russie, par l'intermédiaire du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, s'est dit prête à négocier avec l'Ukraine, indiquant également avoir besoin de temps pour répondre aux déclarations, je cite, sérieuses du président des États-Unis. De son côté, la Chine, qui commerce donc avec la Russie, estime que ce plan des États-Unis ne mène nulle part. Autrement dit donc une forme d'opposition qu'on imagine assez logique du côté de la Chine. En tout cas, avant de passer au reste de l'actualité, c'est important de noter que ce délai de 50 jours pour pousser la Russie à signer un cessez-le-feu, il laisse tout de même en attendant la possibilité à la Russie de poursuivre ses offensives militaires. Et d'ailleurs, de nombreux politiques estiment que ce délai de 50 jours, il est beaucoup trop long, que c'est tout un tas de jours pendant lesquels eh bien, la Russie peut grappiller du terrain et continuer son invasion de l'Ukraine. On peut noter par exemple que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a réagi en estimant que ce laps de temps était très long. Et puis par ailleurs, faut nuancer tout de même ces sanctions qui ont été annoncées par Donald Trump. En effet, comme le soulignent plusieurs médias, la Russie, elle exporte très peu en fait aujourd'hui vers les États-Unis. Ses ventes, elles n'ont pas dépassé 5 milliards de dollars en 2023 et elles ont encore diminué depuis. 5 milliards, ça paraît énorme évidemment pour nous, mais évidemment à l'échelle d'un pays comme la Russie, c'est très peu. Bref, imposer des droits de douane, ça aurait un impact que limité finalement sur l'économie russe, même si tout de même on peut noter que certains pays comme la Biélorussie, la Syrie ou encore certains États d'Asie centrale pourraient être davantage fragilisés par une telle mesure. Du côté des marchés financiers en Russie, il n'y a pas eu vraiment de panique, au contraire, une légère progression en tout cas au moment où on enregistre. En fait, de nombreuses personnes craignaient des sanctions ou alors des mesures plus importantes du côté des États-Unis. Dans tous les cas, on vous tient au courant évidemment sur ce format des actus du jour, que ce soit sur YouTube ou en podcast audio. Petit rappel d'ailleurs au passage, si vous préférez un format écrit à lire facilement, on a une newsletter gratuite depuis quelques mois qui vous permet de recevoir chaque jour l'essentiel de l'actualité avec à chaque fois des liens pour en savoir plus et des recommandations aussi culturelles. Je vous mets le lien en description, vous êtes très nombreux à la lire au quotidien, donc vraiment merci beaucoup pour votre confiance. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Après des critiques de ses propres partisans, Donald Trump a affirmé ce mardi que tout élément crédible concernant l'affaire Jeffrey Epstein devait être publié. Jeffrey Epstein, on en a déjà parlé plein de fois dans ce format, c'est un financier américain accusé d'avoir dirigé un réseau d'exploitation sexuelle impliquant des mineurs et qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en 2019. La semaine dernière, le FBI et le ministère de la Justice aux États-Unis ont publié un rapport confirmant son suicide et l'absence de toute liste de clients malgré une enquête approfondie. Ce document a de nouveau écarté les théories d'un assassinat visant à protéger des personnalités influentes. Depuis, le ministre de la Justice Pam Bondi est visé par des appels à la démission, son ministère étant accusé de dissimulation. Alors Donald Trump est lui aussi critiqué pour ne pas tenir ses promesses. En fait, son administration avait promis de lever le voile sur cette affaire qualifiée de répugnante, mais samedi, il a pourtant appelé ses partisans à ne pas perdre de temps et d'énergie sur Jeffrey Epstein, dont tout le monde se fiche. En tout cas, suite à la polémique
polémique, il a renvoyé la responsabilité à Pam Bondi, chargée selon lui de publier ce qu'elle estime crédible. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a de son côté appelé à la publication du dossier, se disant favorable à la transparence. Deuxième actu, en Syrie, le palais présidentiel à Damas, la capitale, a été bombardé par Israël ce mercredi, qui affirme avoir visé une cible militaire dans la zone du palais. Plus tôt, l'armée israélienne avait déjà frappé le quartier général de l'armée syrienne à Damas. Israël a menacé d'intensifier ses frappes si les forces gouvernementales ne se retirent pas de Souaïda, une ville à majorité druze au sud du pays. Alors pour vous donner un peu de contexte, des violences ont éclaté ce dimanche à Souaïda entre la communauté bédouine sunnite et les druzes, une minorité religieuse issue de l'islam chiite. Les forces gouvernementales syriennes ont pénétré dans la ville ce mardi, prenant le contrôle de plusieurs localités tenues par des druzes et ont annoncé un cessez-le-feu total. Mais selon des témoignages recueillis par l'AFP, des pillages, incendies et exécutions ont été commis par les forces gouvernementales et leurs alliés. En tout, le bilan des violences à Souaïda s'élève à plus de 300 morts depuis dimanche, a indiqué ce mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France a appelé à l'arrêt immédiat des affrontements et l'Union européenne a quant à elle appelé au respect de la souveraineté syrienne face à la multiplication des frappes israéliennes sur le territoire syrien. Troisième actu, au Brésil, le parquet a demandé ce mardi à la Cour suprême de condamner l'ancien président Jair Bolsonaro pour coup d'État. En fait, Jair Bolsonaro, qui était président du pays de 2019 à 2022, est actuellement jugé pour tentative de coup d'État et il risque jusqu'à 40 ans de prison. Il est accusé d'être le leader d'une organisation criminelle ayant conspiré pour son maintien au pouvoir, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle d'octobre 2022, qui a été remportée par l'actuel président de gauche, Lula. De son côté, Jair Bolsonaro affirme que tout ceci est destiné à l'empêcher de se représenter à la présidentielle de l'an prochain, même s'il a été déclaré inéligible jusqu'en 2030 pour avoir diffusé des fausses informations sur le système électoral. Il affirme simplement avoir envisagé un dispositif constitutionnel pour empêcher l'investiture de Lula. À noter que le procès de Jair Bolsonaro a engendré des tensions avec les États-Unis. Le président des États-Unis, Donald Trump, accuse le Brésil de chasse aux sorcières et a annoncé des droits de douane de 50% à partir du 1er août sur les produits brésiliens importés. Quatrième actu, le Royaume-Uni a accueilli 4500 Afghans et membres de leur famille dans le cadre d'un plan secret mis en place par le ministère de la Défense britannique en 2024. C'est ce qu'a révélé le ministre britannique de la Défense ce mercredi. En fait, ce programme, il a été lancé après une fuite massive de données concernant près de 20 000 demandeurs d'asile afghans en 2022, dont certains avaient travaillé pour les autorités britanniques avant le retour des talibans au pouvoir en 2021. La divulgation de leurs noms, coordonnées et liens familiaux, due à une erreur d'un responsable du ministère, les a mis en danger. Au total, 6 900 personnes devraient être accueillies au Royaume-Uni. Le coût final du programme est estimé à 850 millions de livres, soit environ 980 millions d'euros, selon le ministre de la Défense. À noter que des journalistes ont eu connaissance de la fuite, mais la justice a décidé, à la demande du gouvernement conservateur qui était au pouvoir à cette époque, d'interdire tout article à ce sujet. Cette interdiction a été levée ce mercredi par un juge. Cinquième actu, toujours au Royaume-Uni, des cours contre la misogynie vont devenir obligatoires dans les collèges et les lycées dès 2026. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique de l'Éducation ce mardi. Cette réforme s'inscrit dans une nouvelle version du programme d'éducation aux relations, à la sexualité et à la santé. L'objectif, c'est notamment de sensibiliser les garçons à la montée des contenus sexistes en ligne, notamment ceux diffusés par des figures masculinistes comme Andrew Tate. Les élèves seront notamment formés au danger de la haine en ligne, des communautés incel, donc des hommes célibataires qui reprochent aux femmes d'être responsables de leur situation, ainsi qu'au lien entre pornographie et misogynie. À noter que plus tôt cette année, le Premier ministre britannique a aussi annoncé que la série Netflix Adolescence, qui dénonce l'influence des discours masculinistes sur les jeunes, sera projetée dans les écoles. En France, la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a indiqué en juin que la série serait également utilisée au collège. Sixième actu, les enseignes de fast-food KFC, McDonald's, Burger King et Quick sont pointées du doigt pour l'opacité de la composition de leurs produits par l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir. Selon l'enquête qui a été consultée par France Info, ces 4 enseignes se contentent, je cite, de donner des compositions génériques sans intérêt pour le consommateur. En fait, en France, les fast-foods ne sont pas légalement tenus de dévoiler la liste complète des ingrédients, contrairement à des pays comme
la Suisse, le Canada ou la Norvège. L'UFC Que Choisir explique par exemple que McDonald's France ne mentionne que 6 ingrédients pour son hamburger, contre 44 ingrédients et additifs en Suisse où la réglementation impose la transparence. L'association appelle donc à plus de transparence, notamment sur la présence d'allergènes. Selon l'étude, près d'un repas sur 2 pris en dehors du foyer l'est en restauration rapide. Et on finit avec cette actu, la série Severance, réalisée par Ben Stiller et diffusée sur Apple TV+, est en tête des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars de la télévision américaine, avec 27 nominations. Elle figure notamment dans la catégorie meilleure série dramatique, face à The White Lotus qui totalise 23 nominations, The Last of Us avec 16 nominations, Andor avec 14 nominations et la série médicale The Pitt avec 13 nominations. Du côté des mini-séries, The Penguin cumule 24 nominations et Adolescence en compte 13. Enfin pour les comédies, The Studio est en tête avec 23 nominations. En tout cas, l'édition 2025 des Emmy Awards se tiendra le 14 septembre à Los Angeles, aux États-Unis. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je le disais, pour la newsletter, elle est directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.